titre. On les appelle les BPSM, les binômes de premier secours à moto. Ce sont des sapeurs-pompiers. Comme leur appellation l'indique, leur particularité, c'est leur moyen de locomotion des motos pour faciliter leur mobilité et réduire les délais d'intervention. Ils existent depuis 2019. Éclairage ce soir sur ce concept de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Ils ont très souvent maille à partie avec les autres usagers de la route. Les conducteurs des taxis sont généralement pointés du doigt pour leur incivisme, au nombre de griefs à leur encontre, les stationnements anarchiques aux abords des routes ou des marchés dans les grandes villes, notamment à Ouagadougou. Ils se défendent en évoquant le manque criard de parking ou situer les responsabilités. C'est le dossier de ce 19h30. Et puis, à un mois et demi de la 27e édition de la grande fête du 7e art africain, on en sait un peu plus sur les films en compétition du FESPACO 2021. Sur plus de 1000 films présélectionnés au départ, 239 œuvres cinématographiques ont été retenues. Fiction, documentaire, série, tout y est. Voilà pour le sommaire, bonsoir et bienvenue. Mais avant de développer ce titre, d'abord tout de suite direction la Guinée. La Guinée, vous le savez, suspendue depuis hier par la CEDEAO au terme d'un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement. Pour en parler, nous sommes au téléphone depuis Conakry avec Tamba Zakari Milimouno, journaliste à la télévision guinéenne Espace TV. Zakari Tamba, bonsoir. Zakari Tamba, bonsoir. Vous m'entendez, Zakari Tamba? Apparemment, nous avons des difficultés. Nous y reviendrons sans doute en fin de journal. Nous poursuivons justement ce journal. En revenant à Ouagadougou, nous y étions. Dans un tout autre registre, ils sont en première ligne des secours d'urgence, les sapeurs-pompiers mobiles, leur rôle ô combien important. Et pourtant, malgré leur bonne volonté, parfois les délais d'intervention sont trop longs, difficultés de mobilité, éloignement des brigades. Pour améliorer la qualité de ces services, eh bien, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers a mis en place ce qu'on appelle les binômes de premier secours à moto. Vous les avez peut-être déjà vus en action. Ils ont à leur actif plus de 400 interventions depuis leur création en 2019. Quelle est leur particularité? Coup de projecteur, Justin Monto. Les villes burkinabées grandissent, se développent. La Brigade nationale de sapeurs-pompiers se réorganise et s'adapte pour mieux maîtriser le temps et la rapidité dans ses interventions. Pour cela, la brigade a initié un concept dénommé binôme de premier secours à moto, BPSM. Objectif, intervenir rapidement avec une équipe de motos malgré la densité de la circulation dans les villes burkinabées. Ouagadougou, Banfora, Bobo-Dioulasso. Grâce à ce concept, sur 411 interventions, 236 victimes ont été secourues dans un temps record avant l'arrivée des véhicules de sapeurs-pompiers. Depuis 2019, effectivement, nous avons développé et mis en place ce que nous appelons le concept de binôme de premier secours à moto. Alors, il est question donc ici de réduire les délais d'intervention. Vous savez, dans les grandes villes comme Ouagadougou, où ce frayer passage dans la circulation devient de plus en plus difficile et les ambulances ne sont pas donc en reste. Il est donc important de travailler à aller plus rapidement pour secourir les victimes. Selon le commandant de compagnie de la ville de Ouagadougou, le concept BPSM est adapté aux milieux urbains et périurbains à trafic dense. Sur le terrain, des missions sont menées par les soldats du feu pour s'imprégner du concept. Nous avons déjà identifié les axes accidentogènes dans les différentes villes et il est question ici donc, de prépositionner ces motos-là sur ces axes-là que nous avons identifiés. Donc ces motos feront du secours à personne, feront aussi l'ouverture de voies pour les ambulances, donc pour leur permettre d'aller rapidement. Et aussi les services de représentation que nous appelons donc les couvertures sanitaires. Pour la Brigade nationale de sapeurs-pompiers, réduire le temps d'intervention figure parmi les défis à relever. En matière de secours d'urgence, les secondes comptent
Voilà, donc il est vraiment bien pour nous de travailler à réduire cette ligne d'intervention-là, ce qui est vraiment primordial pour notre métier. Alors les retours sont très positifs en termes de statistiques enregistrées, et ce qui est encourageant et nous convainc donc dans cet esprit-là qu'il faut travailler donc à renforcer les capacités en termes d'acquisition de motos pour justement renforcer le concept. La promptitude dans les interventions est essentielle pour des secours d'urgence en cas d'accident ou d'incendie. Le concept BPSM bénéficie de l'accompagnement de la principauté de Monaco. Nous retournons en Guinée maintenant où nous avons pu rétablir le contact avec Zachary Milimouno. Bonsoir Zachary. Bonsoir monsieur, bonsoir à tous. Vous m'entendez parfaitement? Absolument. Voilà, je le disais il y a un instant, les sanctions de la CEDEAO sont tombées hier, suspension de la Guinée de toutes les instances de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui demande également la libération immédiate, c'est le terme employé, de Alpha Condé et surtout le retour à l'ordre constitutionnel. Au lendemain de ces décisions et de ces injonctions, comment réagissent les nouvelles autorités de Conakry, la junte militaire? Alors la junte militaire dont j'ai pu avoir il y a quelques heures encore une des principales figures, même si formellement on ne sait pas qui fait partie du CNRD, à l'exception de son président, le colonel Mamadi Doumbouya. Et donc l'information que j'ai pu en tirer tout simplement, c'est que le CNRD aura donc pris acte des décisions de la CEDEAO. D'ailleurs, elle a ouvert justement des canaux pour pouvoir discuter avec l'instance sous-régionale. C'est d'ailleurs à ce titre, vous le savez, vous en avez pu avoir connaissance, que la CEDEAO va dépêcher une délégation demain à Conakry. Et dans les propres termes de mon interlocuteur, la réponse a été: nous recevons cette délégation et nous discuterons. Alors, la junte militaire dispose donc à recevoir la CEDEAO pour mener les discussions. Au niveau de la population, comment est-ce qu'on réagit à cette décision de la CEDEAO? Il faut le dire d'une manière assez claire, assez crue. La population guinéenne n'est pas la meilleure alliée de l'institution sous-régionale. Je veux simplement rappeler à vos téléspectateurs, vos auditeurs, s'il en est, que nous avions un front, le Front national pour la défense de la Constitution, qui existe d'ailleurs encore, qui a pu rencontrer à plusieurs reprises une des délégations de cette instance dans le cadre des tensions qui étaient nées de la riposte au projet de maintien du professeur Alpha Condé au pouvoir. Alors, on a encore, même ce matin encore, on est encore revenu sur ce bout de passage que le FNDC a bien voulu laisser entendre à l'instance lorsque le FNDC, le Front, mettait en garde l'instance en des termes assez clairs. Si vous cautionnez le coup d'État constitutionnel, nous n'accepterons pas que vous condamniez un éventuel coup d'État militaire s'il advenait. C'était les mots du prémonitoire du FNDC. Et donc, ça, c'est un premier élément, le FNDC qui concentre quand même les forces vives de la nation qui sont à la fois politiques et civiles. Et dans l'opinion, nous avons pu entendre quelques Guinéens réagir à ces décisions-là. Pour parler crûment, ça ne semble faire ni chaud ni froid au plus commun des Guinéens. Zachary Milimouno, dans ces injonctions, la CEDEAO a demandé la libération immédiate de Alpha Condé. Justement, la question de l'état de santé d'Alpha Condé préoccupe. Où se trouve-t-il au moment où nous parlons? Quelles sont les dernières informations que nous avons sur le désormais ex-président guinéen? Justement, ce sont deux questions centrales dans ce dossier. Premièrement, où est-il? Deuxièmement, est-ce qu'il mange vraiment? Il y a quelque temps, est-ce qu'il est d'ailleurs en bonne santé? Il y a quelque temps, quelques informations ont circulé entre hier et aujourd'hui encore sur le fait que le président de la République, l'ancien président selon les termes du CNRD,
aurait décidé d'aller en grève de la faim s'il n'avait pas son cuisinier attitré. Ça, c'est une des informations que nous avions. Justement, j'ai posé la question et la réponse que j'en ai eue, c'est que le CNRD se refusait à commenter ce type de préoccupations qui ont pourtant fait les choux gras de l'opinion, pas que de la presse, mais de l'opinion hier et aujourd'hui. Sur le lieu de sa résidence, la question a également été posée. Pour réponse, la réponse était claire. Monsieur Alpha Condé, l'ancien président, réside en lieu très, très sûr. J'ai tenu à noter cette réponse-là comme ça parce que elle semble justement dénoter de la certitude avec laquelle on voulait en parler, mais aussi de la volonté de ne pas s'étaler sur la question. Monsieur Alpha Condé irait bien, il bénéficierait des soins les plus qualifiés, des soins dus à son rang. Je rappelle quand même qu'à 83 ans, le président de la République il continue à faire face à des soucis, à des pépins de santé, et pour ça, il est souvent suivi par des médecins. Alors, Tamba Zakari Milmouno, on est maintenant après 4 jours, 5 jours de ce putsch, de ce coup d'État militaire. Est-ce qu'aujourd'hui, on en sait un peu plus sur l'avenir de la junte militaire? Est-ce qu'il y a un agenda pour la formation d'un gouvernement de transition, par exemple? Ce sont là quelques inconnus, parmi lesquels vous avez souligné celle-ci, mais il y en a d'autres. Premièrement, c'est quoi la nomenclature du CNRD? C'est pas encore connu. Jusqu'à date, ce n'est pas encore connu. C'est d'ailleurs une des questions qui préoccupe l'opinion guinéenne et j'imagine même internationale. Donc, au-delà de la nomenclature, de l'ossature même du CNRD, on se pose aussi la question de savoir est-ce qu'on ouvre maintenant une transition, quelle va en être la durée, quels vont en être les instruments, les instances principales. On n'en a aucune lumière sur, j'ai envie de dire, aucune lisibilité sur d'éventuelles concertations. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas de plan qui permette de définir clairement toutes les articulations qui vont ponctuer ces moments transitoires. Ça, c'est donc une chose. Mais de ce que je suis en train de lire, c'est que la junte serait certainement intéressée à prendre son temps. Non pas de s'imposer un délai, mais de construire un délai autour d'actions précises. L'idéal serait donc, dans cette démarche-là, de construire des actions à mener avec des objectifs très précis. Et ces actions-là, ce sont elles, bien entendu, qui permettront d'induire un agenda de la transition, et ce ne sera pas l'inverse. La question sera sans doute au centre des échanges que la junte va avoir avec les émissaires de la CEDEAO. Merci Tamba Zakari Milmouno pour toutes ces informations importantes. Merci. Voilà, un retour à ce journal avec cette question. Comment prévenir l'extrémisme violent et la radicalisation dans la sous-région ouest-africaine? La CEDEAO mise sur l'éducation, notamment la formation des imams et des maîtres coraniques dans l'espace communautaire. Les experts de la question se sont réunis à Ouagadougou. Objectif, évaluer les documents existants et proposer des curricula adaptés à la réalité. Justin Amonto. C'est une rencontre d'évaluation des différentes formations des imams et des maîtres des écoles coraniques de la zone CEDEAO. Culture de la paix, réduction de l'extrémisme violent. Pour ces acteurs de l'éducation coranique, le défi à relever est d'avoir des formations adaptées et efficaces pour la culture de la paix. Pour cela, il faut travailler sur les acquis et les difficultés afin d'élaborer un document de base favorable à l'objectif commun, qui est de prévenir l'extrémisme violent dans les pays de la CEDEAO. C'est une question d'un document de base, mais la participation communautaire et surtout de personnalités comme les imams et les leaders d'opinion, c'est très important pour avoir un document adapté à les nécessités de la communauté des pays de CEDEAO. Selon certains formateurs,
Les documents en français sont souvent difficiles à cerner pour certains imams qui comprennent que la langue arabe. Il s'agit de se réunir autour de ces points de faiblesse, écouter tous les pays à travers leurs représentants, leur poser des questions et essayer de mettre en place un plan rationnellement élaboré afin de faire face à ces difficultés pour que nous puissions avoir un espace communautaire de paix, de cohabitation pacifique où les leaders religieux échangent fraternellement en vue du développement. L'objectif de cette rencontre est d'échanger sur les avancées et insuffisances en ce qui concerne l'enseignement dans les madrasas pour l'éveil de conscience au profit de la paix. Dans cette lutte contre l'extrémisme violent, les femmes jouent aussi leur partition. La femme aussi a un rôle très important à jouer parce que la femme, c'est une mère. Et moi, je viens du Niger et l'idée même est née au Niger. On a fait la première formation en 2018 à Zender. Donc, on a sensibilisé des marabouts sur l'extrémisme violent. La formation des imams et des maîtres d'école coranique est une initiative de la CEDEAO en partenariat avec la Maison du Hadj du Mali. L'éducation pour la culture de la paix dans les pays de la CEDEAO tels que le Nigeria, le Mali, le Niger et le Burkina Faso vise à prévenir l'extrémisme violent et la radicalisation. Tout autre chose, il a été lancé ce 9 septembre. Le deuxième recensement général de l'agriculture devrait permettre une meilleure orientation des politiques agricoles basées sur des statistiques fiables et actualisées dans tous les sous-secteurs concernés. Plus d'explications sur le sujet avec Abdelaziz Sarré. Avec une contribution d'environ 33% au produit intérieur brut, l'agriculture burkinabé emploie plus de 80% de la population active. Des statistiques qui attestent que l'économie nationale est basée en grande partie sur ce secteur d'activité. C'est pourquoi le gouvernement veut prendre des décisions adéquates en matière de planification et de suivi-évaluation des politiques de développement du secteur rural. Mais pour ce faire, il est impérieux qu'il dispose de données actualisées sur l'agriculture. Le deuxième recensement général de l'agriculture, lancé ce 9 septembre, s'inscrit dans cette dynamique. Actuellement, notre base de données, on peut dire, est obsolète. Donc, cette année, ça va nous permettre d'avoir une base de données actualisée en tenant compte des réalités. Non seulement des problèmes du changement climatique, des problèmes d'insécurité. Donc, tout ça va nous permettre d'avoir une bonne base sur laquelle nous allons mieux élaborer nos politiques, mieux les suivre et surtout pouvoir transmettre, pouvoir donner les informations à qui veut. Parce que sans ces statistiques, nous ne pouvons pas monter des programmes et des projets qui vont nous permettre vraiment d'impacter la vie des communautés. Ce recensement intervient après celui de 2006. Il sera conduit en cohérence avec le programme mondial du recensement agricole et devra permettre de produire des indicateurs de structure et de typologie des ménages agricoles du Burkina Faso. L'opération va coûter 7,8 milliards de francs CFA. L'État a mis déjà 2,7 milliards. Nous avons également la Banque mondiale qui a mis 2 milliards de francs CFA. Et nous sommes en train de négocier, de voir avec la BAD qui est prédisposée à combler le gap. Cela va nous permettre effectivement de réunir l'ensemble des fonds et pouvoir véritablement faire ce recensement général de l'agriculture qui doit nous permettre de pouvoir mieux concevoir nos politiques, mieux suivre nos politiques, mieux les évaluer et surtout permettre de savoir quel est le niveau de pauvreté, le genre et quel est le niveau d'insécurité alimentaire ou bien de sécurité alimentaire au niveau du pays. Le deuxième recensement général de l'agriculture se déroule sur une période de 3 ans et va concerner toute l'étendue du territoire national. Vous avez peut-être au moins une fois été victime d'une manœuvre brusque d'un conducteur de taxi consécutive à un stationnement forcé en pleine circulation aux abords des marchés dans les grandes villes comme Bobo-Dioulasso ou Ouagadougou par exemple. Aussi, il n'est pas rare que ces agissements provoquent des disputes entre usagers et même des accidents de circulation parfois graves. Qu'est-ce qui explique ce désordre? À qui la faute? Les conducteurs de taxi pour leur incivisme ou alors la mairie de Ouagadougou pour l'absence de parking? Élément de réponse dans ce grand format signé Maxime Ilboudou. Ouagadougou fait face à une augmentation sans cesse des automobilistes. Les besoins de déplacement sont accrus.
Mais la grosse difficulté reste l'éternelle question de stationnement. Yacouba Tarnagda est chauffeur de taxi. Lui qui sillonne des différentes rues de la capitale à la recherche des clients est confronté à cette même difficulté. Il est obligé de garer sur la chaussée ou devant les boutiques, ce qui occasionne souvent des mouvements d'humeur entre taximans et commerçants. On a des difficultés avec les commerçants qui sont au bord de la rue. Bon, souvent pour s'arrêter, descendre un client même, on a des problèmes. Que taximan va devant. Donc, à tout moment, on a des sérieux problèmes. Vraiment, on a des problèmes avec les boutiquiers et les propriétaires des kiosques. Par exemple, à Kilouin, entre-temps, on nous a convoqués à la gendarmerie. Et le vendeur des kiosques, le taximan est venu garer, il a dit qu'il a barré son kiosque. Donc, lui aussi, il a dit que non. Et nous sommes là depuis, c'est toi qui es venu nous trouver, ça devient palabre. C'est ici à Quatriard, non loin du château d'eau, que se trouvait la gare de taxi dans les années 90, selon Moumouni Ouedraogo, président de l'association des jeunes conducteurs de taxi. Aujourd'hui, avec le développement de la ville, cette gare n'existe plus. Les habitations et les commerces ont envahi le cadre, faute de lieux de stationnement stable. Les taximens ont migré vers d'autres zones de marché. Ça là, c'était taxi-gare comme ça. Ça c'est avant. Dans les années 90, c'était taxi-gare ici. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut garder taxi ici? Et là, elle a payé mettre. Actuellement, il faut voir l'espace qui est là. Mais aujourd'hui, on ne peut plus garder taxi. C'est fini ça. Donc on est obligé de déménager encore devant. Un deuxième site, là où on trouve encore un espace pour stationner encore là-bas. Mais aujourd'hui, là-bas aussi, ils ont plus à faire un point. On ne peut plus garer, on a encore aller devant encore. Donc 3 taxis gardent dans les mêmes avenues et il n'y a même pas un qui existe. Même au niveau des arrêts de bus, là, on profitait des occasions pour s'arrêter, même au niveau des stationnements des bus. Tous ces coins-là sont occupés par des riverains, par des commerçants ambulants. La ville ne dispose pas à ce jour d'un plan de stationnement urbain adéquat pour les taxis. Le 25 août dernier, au cours d'un point de presse, l'association des jeunes conducteurs de taxi dénonçait l'inexistence de lieux fixes de stationnement dans la ville de Ouagadougou. Il menace même d'intenter un procès contre la mairie centrale. La question est plus préoccupante au niveau des abords des marchés et des bâtiments administratifs. Au-delà du manque des zones de stationnement ou de l'ambiguïté des parkings de taxi, c'est toute la politique de stationnement de la ville qu'il faut repenser. Et au niveau du grand marché, vous voyez que actuellement, et avec l'histoire de la Covid, là, ils sont venus prendre le parking des taximans, faire des lave-mains, mettre des robinets par-ci, par-là, pour permettre en tout cas tous ceux qui viennent dans le marché là, de pouvoir quand même laver leurs mains pour pouvoir entrer au marché. Les années qui font face à la pédiatrie, c'était prévu pour les taximans. Jusqu'à l'heure, là, ça ne dépasse pas des taxis qui peuvent garder là-bas. Là aussi, on a retiré, donné à des maquis, des kiosques, des Orange Money qu'on sort. Donc, nous sommes dans une situation difficile sur les lieux de stationnement. Les quelques rares zones de stationnement qui étaient disponibles ont été transformées, pour certains, en des lieux de vente de boissons et d'autres occupés anarchiquement par des vendeurs ambulants. Pour les conducteurs de taxi, nos parkings, nos business. Nous, on était là, à cet âge, j'étais au A. On était là bien garé, il n'y en a même pas de bousculage. Mais maintenant, là, il y en a trop. Les dinars, les gros camions viennent nous emmerder. On n'a même pas de place pour garer. Pour le président de la Fédération nationale des syndicats des taximens et acteurs de transport urbain du Burkina, des pourparlers sont en cours avec la municipalité pour trouver une solution à la question du stationnement dans les 2 grandes villes du pays. Un vaste projet d'aménagement et de construction de parking pour les véhicules verts est en cours d'élaboration. Et sur la nouvelle plan de circulation, il y a beaucoup d'aménagements qui est en train de venir. Et le maire a beaucoup travaillé sur les lieux de stationnement des taxis dans la ville de Ouagadougou, plus particulièrement à Ouagadougou. Parce que si je prends l'exemple de la gare routière qui vient d'achever, le maire a aménagé un lieu de stationnement à plus de 120 mètres carrés
et à 1200 mètres carrés pour les taxis. De l'autre côté, à la gare de Pissy, la même chose, là-bas aussi, ça vaut plus de 180 mètres carrés de lieu de stationnement des taxis. Les autorités publiques veulent ainsi lutter contre le stationnement anarchique dans les rues. La création des zones de stationnement pourrait réduire, un tant soit peu, les accidents liés aux mauvaises manœuvres et favoriser ainsi le développement de nouvelles zones de marché pour les conducteurs de taxi. Surtout que le secteur a pris un coup depuis l'arrivée des tricycles. 5 mois après le démarrage du projet d'urgence de développement territorial et de résilience dans la région de l'Est, eh bien, l'équipe de coordination du programme dresse un bilan partiel. Face aux maires des communes concernées et aux partenaires financiers, elle est revenue sur une dizaine d'activités déjà réalisées. Les précisions, Abdou Aziz Saré. C'est un nouveau projet qui devra contribuer à l'amélioration de l'accès des communautés, y compris les déplacés internes, aux services sociaux de base selon ses coordonnateurs. Lancé en mars dernier, le projet d'urgence de développement territorial et de résilience PUDTR se donne pour mission de réaliser des infrastructures scolaires, sanitaires et marchandes dans ces zones d'intervention. Pour l'instant, il est en phase d'étude dans 5 communes de la région de l'Est afin d'apprécier l'impact que ces réalisations pourraient avoir au plan environnemental et social. Mais déjà, le maire de Fadam-Gourma est convaincu que ce projet va apporter le développement dans les communes bénéficiaires. Vous savez, les collectivités rencontrent énormément de difficultés et au Burkina, tout est prioritaire. Et avoir un projet de cette envergure qui va investir autant de milliards dans nos collectivités et pratiquement dans tous les domaines, nous sommes des communes comblées et nous espérons que les autres communes de la région aussi pourront en bénéficier parce que c'est seulement les 5 communes de la région de l'Est. En plus des 5 communes de la région de l'Est, le projet va concerner aussi 10 communes de la région de la Boucle du Moun et une commune du centre-Est. L'attente des coordonnateurs du PUDTR vis-à-vis des collectivités bénéficiaires est qu'elles s'approprient le projet. Les projets d'investissement qui sont en cours de réalisation ont été identifiés comme priorité par les collectivités bénéficiaires. Voilà. Donc, si le projet, le PUDTR, en tout cas, a consenti à les accompagner dans ce sens, voilà. Donc la première attente, c'est cette forte appropriation de projet-là. Et cette appropriation doit pouvoir se traduire par leur forte implication dans la mise en œuvre, leur forte implication dans la mobilisation sociale. D'un coût global d'environ 193 milliards de francs CFA, le PUDTR est financé par la Banque mondiale. Il prend fin en 2025. L'innovation et l'entrepreneuriat des jeunes, du discours à l'action. C'est bien sous ce thème que l'Institut supérieur des technologies a placé la 2e édition de ces journées portes ouvertes. Le lancement a eu lieu ce week-end à son campus de Ouaga 2000. Les explications et plus de précisions avec Archimède Boy. Un garage au pied de l'immeuble abritant l'Institut supérieur de technologie IST de Ouaga 2000. Ces étudiants présentent leur garage moto mis en place dans le cadre du projet École-entreprise de leur établissement. Cet exercice entre dans le cadre de la 2e édition des journées portes ouvertes de l'IST. Un projet qui vise à initier ces jeunes à l'auto-employabilité en vue de vaincre le problème du chômage. Les étudiants, en réglant leurs problèmes, se rendent utiles et créent eux-mêmes leurs propres emplois ou bien sont ensuite embauchés par ces mêmes entreprises. Donc voilà le but, créer de la visibilité pour nos étudiants, pour leurs talents, pour qu'effectivement ils soient mieux insérés dans le monde du travail. Une initiative que le Fonds RID, Fonds national de la recherche et de l'innovation pour le développement, dit être prêt à accompagner. Les laboratoires écoles, les entreprises écoles, c'est vraiment le créneau dans lequel les innovations peuvent passer pour faire émerger un pays. Et donc, je pense que naturellement, les bases de cette collaboration sont là. Cette cérémonie bénéficie également du soutien du ministère en charge de l'enseignement supérieur.
Notre patronage a été surtout motivé par l'excellence des résultats de l'IST. L'école saisit l'occasion de cette journée pour lancer son programme de mentorship. Nous voulons par ce programme-là permettre aux étudiants de bénéficier très tôt de l'expérience d'hommes et de femmes de métier afin d'être préparés à rentrer dans le monde professionnel. Par ailleurs, les autres projets du programme École-entreprise sont présentés aux invités. Il s'agit de la production de couveuses et de poussins, de jus naturels et la mise en place d'un restaurant entièrement géré par des étudiants de l'IST. Et pour terminer, un peu de culture. Ça y est, les films retenus pour la 27e édition du FESPACO sont connus depuis ce 9 septembre. Le comité d'organisation a dévoilé une liste de 239 œuvres cinématographiques. Tous les genres y sont représentés, fiction, documentaire, série, en long ou en court métrage. Voici les précisions de Maximile Boudot. Sur les 1132 films inscrits, seulement 239 œuvres cinématographiques seront en compétition officielle pour la 27e édition du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Face aux hommes de médias ce jeudi, le comité d'organisation de cette biennale du cinéma africain a dévoilé la liste des films en compétition dans les différentes catégories. Il s'agit entre autres de 17 films fiction long-métrage, 15 films documentaires long-métrage, 29 films court-métrage et 17 séries. Nous sommes à 1,4 milliard. Nous continuons à travailler, nous continuons à lancer des appels aux partenaires locaux, internationaux, de pouvoir venir, de pouvoir penser que nous sommes dans une édition spéciale, une édition de défi. Et nous voulons montrer que le continent continue à crier, le continent continue à rêver, à pouvoir résister à tous les maux qui minent notre continent d'aujourd'hui. En plus de ces sélections, cette édition intègre une sélection spéciale burkinabé, notamment dans la catégorie long-métrage fiction documentaire. 8 films sont en compétition dans cette catégorie. Cette année, le nombre des œuvres sélectionnées a été revu à la hausse au regard du nombre et de la qualité des œuvres inscrites selon le délégué général du FESPACO. Cette idée, c'est tout simplement pour montrer en quoi l'industrie cinématographique burkinabé est très dynamique. Nous avons la chance vraiment d'avoir une industrie qui se développe malgré les difficultés, disons, de financement que vivent les professionnels du cinéma. Donc, à défaut de ne pas avoir cette chance de pouvoir être en toute compétition, avoir cette section burkinabé aussi, ça donne aussi la possibilité de pouvoir montrer un peu et donner la visibilité aux films burkinabés qui n'auront pas cette chance aussi. Du 16 au 23 octobre prochain, les projecteurs sont braqués sur le réalisateur burkinabé Boubacar Diallo, qui ira à la conquête du prestigieux trophée avec son film Les Trois Lascars. L'événement est placé sous le thème Cinéma d'Afrique et de la diaspora, nouveaux regards, nouveaux défis. Le FESPACO session 2021 déroule le tapis rouge au Sénégal. Une 50aine de pays africains et européens sont invités. Voilà, c'est la fin de ce journal. Et sachez, pour information sportive, que Hugues Fabrice Zango a terminé deuxième de la finale de la Diamond League, l'épreuve d'athlétisme. Derrière toujours Pedro Pichardo. Fabrice Zango, ça va venir. Tu gagneras forcément la tête un de ces jours avec le travail. Et c'est ici que prend fin ce journal. Nous nous retrouvons demain à la même heure, ici même, 19h30. Bonsoir.